Hey! Salut à tous et bienvenue dans ce Big Pop Culture Time numéro 3. Aujourd'hui, on va parler livres, jeux et dystopie. On va parler d'Hunger Games. Et pour venir m'aider dans cette vidéo, j'ai demandé à Audrey de la chaîne Le Souffle des mots de venir m'aider, mais je la laisse se présenter. Alors je me présente, je m'appelle Audrey, je tiens à la chaîne YouTube Le Souffle des mots qui est une chaîne où je partage mes avis sur mes lectures et donc je parle de livres tout le temps. Je fais des études de lettres évidemment, j'ai 19 ans et j'aimerais travailler dans le milieu du livre et du monde de l'édition plus particulièrement, donc ma passion c'est la lecture. Bon, pour tous ceux au fond qui dorment, ça raconte l'histoire d'une société sous régime totalitaire qui chaque année organise des jeux où 24 adolescents s'entretuent. Et pour une fois, on parlera aussi bien des livres que des films. Hunger Games est donc une saga littéraire qui sera publiée de 2008 à 2010 et qui sera ensuite adaptée en film de 2012 à 2015. Les deux sagas furent scénarisées par Suzanne Collins. Alors d'habitude c'est le moment où je vous parle de la création de l'histoire et des anecdotes, mais étonnamment on sait bien peu de choses sur la création. On sait que l'auteur eut l'idée du premier livre en partie grâce à son père. En effet, son père travaillait pour l'armée et avait notamment participé à la guerre du Vietnam. Elle décida donc de s'inspirer des effets de la guerre qui entraînaient famine et pauvreté et qui l'avaient traumatisée à l'époque pour en créer un nouvel univers. À ceci elle ajouta une critique de la télé-réalité qu'elle méprise et on obtient une dystopie parfaite. Alors pour ceux qui savent pas ce que dystopie signifie, vous inquiétez pas, on y reviendra dans l'analyse, ça sera un point super important. En septembre 2008, le premier tome sera ainsi publié. Et en l'écrivant, Suzanne Collins n'avait absolument pas l'idée d'en faire une trilogie. Mais en voyant la fin qui montrait Katniss provoquer directement Panem, à savoir le gouvernement, l'auteur s'est douté que l'héroïne aurait quelques soucis par la suite. Et cette suite, appelée Hunger Games l'embrasement, sortie en septembre 2009, et le dernier tome sorti lui en août 2010. Les deux premiers tomes se vendront à plus d'1,5 million d'exemplaires en 14 mois. Suite à ce succès, l'auteur fut très vite contacté par des studios flairant le bon coup de la franchise, comme pour Harry Potter. Suzanne Collins céda donc pour 200 000 $, mais avec une condition: être scénariste des films. Et là, ça aurait très bien pu être la catastrophe, car on sait que les auteurs sont souvent très attachés à leur texte de base et refusent de faire des coupes dedans pour les adapter au cinéma. D'ailleurs, toi Audrey, est-ce que ça te gêne les coupes qui sont faites dans les films par rapport aux livres? Alors ça dépend vraiment beaucoup des films. J'avoue que pour Hunger Games là en l'occurrence, j'avoue que j'ai pas du tout été déçue, j'ai juste été fascinée par ce film. Je l'ai trouvé tellement bien adapté. Je sais pas, moi j'ai vraiment trouvé qu'il était super bien fait, que ça rendait tellement bien à l'écran que ça aurait pas pu être mieux. D'ailleurs le deuxième m'a encore plus plu. Après ça arrive que pour certains films, je préfère l'adaptation cinématographique au livre. Bon là je vais me faire taper par plein de gens parce que c'est le cas de peu de monde, mais ça m'arrive que je trouve le film mieux. Et puis ça arrive dans le sens inverse aussi, hein. Ça m'est déjà arrivé que je trouve le film pas assez riche, pas assez complet et que du coup ça me gêne un peu en regardant l'adaptation et que je me dise ah mais le livre est tellement mieux. Pour ce qui est par exemple de Divergente, c'est vrai que le premier ça partait bien, le deuxième moins bien et le troisième... Et oui, parfois les coupes sont indispensables. Le réalisateur des films l'explique par exemple très bien dans le making of. The thing that's difficult about books sometimes is that a character in a book can be pausing in front of a door, and as he or she has decided whether or not to open it, you can do 3 pages of their thoughts. And that's great for a book. It's death for a movie. Et finalement, le film est une réussite. Et même s'il ne va pas marquer les esprits comme l'a fait Harry Potter, il a au moins le mérite d'être vraiment divertissant. Et pour le rôle de Katniss, le personnage principal, c'est la jeune Jennifer Lawrence qui fut choisie. Et pourtant, c'était pas gagné d'avance, surtout quand on sait qu'en face d'elle, il y avait des actrices telles que Chloé Grace Moretz. De plus, elle n'était pas vraiment sûre de vouloir tourner dans la saga, de peur de rester enfermée dedans et de ne pas avoir d'autres rôles derrière. D'ailleurs, elle ne fut payée que 500 000 $ pour le film, ce qui peut paraître énorme, mais c'est totalement rien en comparaison avec ce qu'elle gagne aujourd'hui. La trilogie s'est aussi transformée en quadrilogie au cinéma, à la manière d'Harry Potter, car le dernier épisode a été coupé en 2. Le succès fut retentissant et les recettes explosèrent les attentes. Et même les critiques, qui ne sont pas dithyrambiques, sont plutôt bonnes. La saga réussit donc à toucher un grand public, alors qu'au départ, elle touchait plutôt un public adolescent. Et comme pour Harry Potter, ça peut paraître étonnant, mais finalement, il y a des raisons au succès des livres pour les jeunes. Comment t'expliquerais ça, toi, Audrey?
Bah déjà parce que ce sont des adolescents qui sont mis en scène, donc ça me paraît logique qu'on peut s'identifier à eux, ce qui est super bien parce qu'on se dit ça pourrait nous arriver. Bon, super bien, après ça reste Hunger Games quand même. Pour moi, il y a vraiment un symbole de l'héroïne qui est très fort. Katniss, c'est juste une héroïne de dingue quoi, je veux dire, c'est une femme de ouf. Elle est super courageuse, elle est super forte, elle réussit tout ce qu'elle fait et du coup on peut que l'admirer justement, et elle représente vraiment la femme comme on devrait la voir partout en fait. Ça, je trouve ça génial, et je pense que cette dystopie est extrêmement bien faite, on s'y croit vraiment et on se dit ça peut arriver. C'est pas du tout quelque chose de inimaginable en fait ce qu'ils font. C'est juste une société un petit peu plus évoluée que la nôtre au niveau des technologies, mais pas plus évoluée dans la manière de vivre ou dans la morale ou alors dans la justice. Et juste pour conclure cette partie sur les anecdotes et sur la création d'Hunger Games, est-ce que vous saviez que la saga était interdite au Vietnam ? Ironique quand on sait que c'est une des premières inspirations. Bref, on va pouvoir passer à l'analyse, et une fois n'est pas coutume, elle sera politique, mais aussi avant cela un peu littéraire. Pour bien comprendre l'approche d'Hunger Games, il faut être initié à la notion de dystopie. La dystopie est une contre-utopie, c'est-à-dire que contrairement à l'utopie qui décrit un monde merveilleux et idéal, la dystopie, elle, décrit un monde cauchemardesque et totalitaire. Ce genre raconte souvent l'histoire d'un individu qui se dresse contre la masse et contre la société conservatrice. Les plus renommés sont probablement 1984 et Fahrenheit 451. Mais il y a aussi V pour Vendetta qui est bien plus connu et bien plus accessible et que je vous conseille vraiment fortement. Bref, avec Hunger Games, on a donc clairement affaire à une dystopie. L'auteur a donc dû probablement s'inspirer des œuvres que je viens de citer, mais son inspiration principale est bien plus étonnante, bien qu'elle soit assez courante dans la littérature. La mythologie grecque est à la base de l'histoire. Et oui, c'est le mythe de Thésée qui a engendré celui d'Hunger Games. Donc tout ça c'était pour l'aspect littérature, et je sais qu'au départ ça peut paraître pas passionnant, mais j'espère vous avoir appris des choses et que ça vous a un petit peu intéressé. On va donc passer à l'aspect politique de Hunger Games. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Parce qu'en réalité, la saga est une énorme critique de la télé-réalité et de l'omniprésence des médias dans notre monde. Nous sommes dans une société de spectacle. Il suffit de voir son nom, Panem, qui est directement tiré de l'expression latine panem et circonsense, qui signifie du pain et des jeux. En effet, à l'époque, la haute société distribuait du pain au peuple pour éviter la famine, tandis que les jeux servaient de distraction pour maintenir la paix grâce au divertissement. C'est ce qu'on appelle l'opium du peuple. C'est simple, si la population est occupée à supporter son jeune représentant au Hunger Games, elle ne pourra pas penser à une rébellion. C'est pour ça que dans le film, la rébellion vient directement du jeu avant de vraiment venir du peuple. Et juste avant de conclure, j'aimerais qu'on revienne sur l'image du pain, qui occupe une place centrale dans la saga. Déjà, on sait que panem signifie pain en latin, mais aussi Pita, un des personnages principaux, est un fils de boulanger. En plus, son nom est un homophone de la pita, une sorte de pain. En réalité, le pain représente ici la barrière entre le prolétariat et la haute société. Alors que dans l'un, le pain est une denrée rare qui se savoure comme telle, dans l'autre, il est représenté sous toutes ses extravagances, dans des gâteaux, etc. Bref, Hunger Games est donc un roman mythologique et sociétal. Ça fait beaucoup pour ce qui est considéré comme un simple livre pour ados. D'ailleurs, Audrey, toi qui es assez proche de l'adolescence et qui touche notamment ce public par tes vidéos sur les livres, qu'as-tu à répondre aux gens qui disent que les ados ne lisent plus ? J'ai envie de leur dire, mais taisez-vous déjà avant tout, parce que c'est pas vrai, les jeunes lisent encore. Moi je suis jeune, bon j'ai 19 ans mais je suis jeune quand même, hein. Et mes abonnés sont très jeunes, ils ont entre 10 et 20 ans en règle générale, donc quand même c'est une tranche d'âge de jeunes, hein, tout à fait. Et ils lisent, et quand je vais à des salons du livre, je vois le nombre de jeunes qui lisent, et je vois des parents qui me disent mais c'est génial votre chaîne YouTube parce que mon enfant lit grâce à vous. Et grâce à nos chaînes YouTube, nos chaînes de booktubeurs, on peut leur montrer qu'il y a des livres qui ne sont pas les livres qu'ils lisent en cours, qui peuvent leur plaire et que ça peut devenir quelque chose qui va être une passion pour eux. Et ça je pense que c'est le plus important, c'est de montrer qu'on peut trouver du plaisir à lire ce qu'on veut, et peu importe les préjugés des autres, on lit ce qu'on veut et ce qu'on aime. Et Hunger Games, je peux vous dire que ça, j'ai vraiment aimé. Et oui, car on pourra croire ce que l'on veut, les ados continuent de lire et de se cultiver. Avec des sagas comme Hunger Games ou Divergente, les jeunes s'ouvrent à une critique du monde dans lequel ils vivent. Exagérée certes, mais intéressante quand même. Ces œuvres permettent donc de plonger des adolescents qui cherchent leur place dans leur société dans une histoire haletante et qui développe leur sens critique. Que demande le peuple ?
N'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu si cette vidéo vous a plu, je suis totalement crevé, ça a été vraiment un gros boulot pour réaliser cette vidéo, donc j'espère vraiment que vous avez aimé. J'aimerais remercier Audrey de la chaîne Le Souffle des Mots d'avoir accepté de faire une collaboration avec moi sur cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle parle de livres, c'est vraiment très intéressant. Pour être resté jusqu'à la fin, je vous offre l'anecdote bonus. J'imagine que si je vous passe cet extrait audio, ça vous dit quelque chose. Eh bien, en réalité, c'est directement tiré de Roméo et Juliette de Shakespeare. Allez, on se retrouve dimanche prochain 18h pour un Pop Culture Time sur un manga. Il n'y en aura pas énormément non plus, mais celui-là, c'est vraiment un classique. Allez, je vous dis à la prochaine, moi je vais dormir. Ciao!